Hello, hello, j'espère que tu vas bien. Cette vidéo n'a pas pour but de te faire peur, mais plutôt de t'ouvrir les yeux. Nous mangeons pour apporter de l'énergie à notre organisme. La nourriture est à notre corps comme l'essence pour une voiture. Il y a plusieurs sortes de carburants. C'est pourquoi il est important de surveiller ce que l'on mange, tant en termes de quantité que de qualité. Dans ma famille, par exemple, il y a une personne qui ne mange ni viande ni poisson, et cela par rapport à ses convictions religieuses. Une certaine religion interdit de manger la viande de porc. Et qu'est-ce que dit la Bible? Dans Matthieu 15, 11, la Bible dit « Ce n'est pas ce qui entre dans la bouche qui rend l'être humain impur, mais ce qui sort de la bouche. Voilà ce qui rend l'être humain impur. » Ce passage veut tout simplement dire que Dieu considère que ce qui sort de ta bouche est important. Parce que de ta bouche, tu peux maudire, tu peux bénir, tu peux sortir des paroles offensantes, des paroles qui peuvent donner la mort. Et c'est ça qui est impur. Les gros mots, les mauvaises choses que tu peux dire sur toi-même et sur les autres. C'est ça qui peut être impur, mais en rien ce que tu manges. Mais est-ce que cela veut dire que nous pouvons manger tout et n'importe quoi? Je ne pense pas. La Bible parle de la nourriture à plusieurs reprises. Il y a un moment où le Seigneur nous dit que nous pouvons manger tout ce qui se trouve dans le marché. On nous parle également de la gloutonnerie, qui est le fait de beaucoup trop manger. Et c'est vrai que d'une manière générale, personne ne sait exactement ce qu'il y a dans son assiette. Parce que quand on achète de la nourriture au supermarché, on ne sait pas exactement ce que l'on achète. Mais si aujourd'hui, il arrivait que tu saches que dans les fast-food, il y a des choses comme de la viande humaine. Est-ce que tu prendrais la décision de ne plus en manger? Ou bien tu te dirais, comme quand j'achète au supermarché, je n'ai pas le contrôle, je ne sais pas ce que j'achète, je continue à en manger. Hollywood nous a bercé de plusieurs films, nous disons la vérité de ce qui allait se passer dans le monde, mais comme c'est des films, on se dit non, c'est un film, c'est une fiction, ces choses-là n'arriveront jamais. Il y a un film qui date de 1973 avec comme acteur celui qui a joué dans les 10 commandements. Je pense que sur YouTube, tu peux trouver le film en payant un peu moins de 5 €. Mais je te conseille vivement de le voir parce que ce film nous révèle pas mal de choses. Il faut savoir que Hollywood a toujours révélé des choses à travers les films. Nous, on regarde, on se dit c'est qu'une fiction, mais ce n'est pas vrai. Hollywood nous prévient des choses qui vont arriver. Et là, on est en plein dedans. Ce film se voulait prémonitoire. Il parlait de New York en 2022. Et c'était un New York peuplé, dont la population avait peur, avec une famine. Et Soylent Green, qui était une société qui fabriquait de la nourriture, a commencé à transformer de la chair humaine. J'ai regardé il y a quelques années un film qui date de, je crois, 1974 ou 1976, qui s'appelle Soleil vert. Essayez de le trouver, Soleil vert. Bon, c'est sûr que les effets spéciaux, tout ça, bon, ben, c'est ancien. Mais le sens du film, voilà. Moi, je mange plus de steak haché de bœuf. J'en mange plus. Non. À moins peut-être que si je vais chez mon boucher. Mais est-ce que je suis le seul à m'être rendu compte que le bœuf haché dans les grandes surfaces n'est pas du bœuf? Order me some food. I just ordered me some food. I'm kind of losing my last brain cell in this car because I just want to know. I want to know how I've been sitting here eating this meat and I noticed a row of teeth in my shit. And that ain't it. They got the top and bottom jaw in my shit. I just sat here and ate this food and bit into somebody's molar. And I'm saying somebody because I don't know if this is an animal or a mother
carnivore? What the fuck is the word? What is going on? What's going on, honestly? A roll of teeth? What do you mean? Where does the meat come from? You want the truth. You can't handle the truth. Where do you think the meat comes from, you idiot? We never run out. Disregard that. J'ai fait cette vidéo pour avertir certaines personnes qui pensent peut-être que nous vivons dans un monde de bisounours, parce qu'il y en a. Crois-moi, il y en a qui pensent que nous vivons dans un monde de bisounours et que la nourriture que nous mangeons vient bien du règne animal, alors que sans le savoir, nous mangeons nos semblables mélangés avec tout le reste. À partir du moment où tu as cette chance, moi je me dis, de savoir, c'est à toi après de prendre les bonnes décisions pour ta vie. Parce que on se rend pas compte que on peut être aussi pollué. Vraiment. On peut être pollué spirituellement. On peut aussi être pollué physiquement. Il n'y a pas que la pollution environnementale. Il y a aussi la pollution de certaines choses que tu manges, de certaines choses que tu bois. Comme il est dit, par exemple, aux femmes d'éviter les boissons gazeuses parce que ça rend leurs os spongieux avec l'âge. Bah, ce genre de choses, quand tu sais que tu manges peut-être tes semblables, je pense que il faut prendre conscience et arrêter de consommer ces poubelles. Try our new Soylent Green Burger. Ingredients are secret, but irresistible. Blood on my fries, I mean. Ketchup. Ingredients are secret, but irresistible. Meat tastes best when it once had a name. Meat tastes best when it once had a name. Pour ma part, cela fait plus de 10 ans que je ne mange plus de steak haché du supermarché. Ne comprenant pas ce que je mangeais, il était essentiel pour moi de ne plus en acheter. En décembre 2024, j'ai été convaincue de ne plus manger McDo. Et ensuite, un peu vers le mois de juillet 2025, j'ai été convaincue d'arrêter aussi de manger KFC. Même si j'en mangeais pas souvent, mais il était important pour moi de ne plus en manger. C'était une conviction spirituelle, je dirais, parce que il y a que Dieu qui peut vraiment convaincre une personne sans lui montrer par A plus B qu'il y a telle ou telle autre chose qui est pas bien. Just being honest. At this point, Soylent Green has to be real. It cannot be a hoax any longer because I just don't understand how there are so many burgers and Ce qu'il dit là, c'est que ces restaurants de fast-food produisent beaucoup d'hamburgers, donc beaucoup de viande. D'où vient cette viande? Parce que quand on regarde bien, il n'y a pas tant de vaches que ça. Alors, d'où vient toute cette viande? Et il faut savoir qu'il y a beaucoup de disparitions. Et ces disparitions sont forcément dues à quelque chose, à une grande demande. Like bologna, it'll say pork and then it says and then chicken, or it say chicken and then it'll say some pork. I think it's like chicken, pork, beef, human. You know what I'm saying? Scary news in Cleveland tonight as the homeless population goes missing, and authorities state they have no leads. Between December and June, the city's homeless community thinned out. First unnoticed, then impossible to ignore. Just silence. And a city unsure what darkness has crept into its forgotten corners. As #MissingHomeless trends, don't forget to follow and let us know what you think is happening below in the comments. Vous avez été nombreux à réagir à cette publication, sur cette publicité inquiétante de KFC. Alors attendez, certains me parlent de Soleil Vert. Est-ce que ça vous dit quelque chose, Soleil Vert? Eh ben, allez voir le film, regardez ce qui s'y passe. Dans les films, ils nous annoncent la réalité. Et oui, la réalité sera divulguée dans les films. Alors accrochez-vous, parce que si vous regardez les films de ces 20 dernières années, il y a beaucoup de choses qui ont été mises à jour. Donc certains me disent, ah oui, mais c'est une IA, hein, le monsieur, on l'a pas prolongé, j'ai envie de dire heureusement, hein, si il y a eu 15 prises de vue, il y a 15 bonhommes qui sont passés à la casserole, ça craint un peu. Voilà, donc entre ceux qui trouvent ça rigolo, ceux qui continuent à dire, bon moi de toute façon, je mange chez KFC, quel que soit ce qu'il y a dedans, bah écoute, parfait, on pourra pas dire qu'on t'a pas prévenu, hein, là on est en train de préparer la population à autre chose. Il faut savoir que la chair humaine a le même goût que le cochon ou autre chose. Hein, donc ça, c'est des experts qui en parlent. Donc chacun fait ce qu'il veut en son âme et conscience. Moi, j'y allais pas déjà. Bah, j'irai encore moi.
L'histoire commence donc à Zurich, dans l'une des résidences Rothschild. Et elle ne commence pas par une révélation fracassante, mais comme je vous le disais en intro, par une phrase simple, presque sèche, prononcée par un ancien chef privé, Jacques Duvernois. Lorsqu'il décide en fait, Jacques, de raconter ce qu'il a vu et ce qu'il a appris dans cet environnement. Selon lui, chez les Rothschild, l'alimentation n'était ni une affaire de goût, ni une affaire de santé, mais une affaire de contrôle, au sens le plus littéral du terme. Il explique que dès son arrivée, il n'a jamais travaillé seul. Écoutez ça. Car chaque menu devait être conçu en collaboration avec un nutritionniste, lui-même supervisé par un neurologue spécialisé dans la chimie de la concentration, du comportement et de la prise de décision. Rien, absolument rien n'était laissé à l'intuition culinaire et encore moins au plaisir personnel, puisque chaque ingrédient devait être validé en fonction de son impact supposé sur le cerveau. Le chef affirme que les Rothschild considéraient les programmes alimentaires comme des programmes cognitifs capables de conditionner l'esprit de la même manière que le langage ou les habitudes mentales. Il dit avoir entendu cette idée formulée très clairement. Ce que l'on mange structure la manière dont on pense, dont on réagit, dont on anticipe. Dans ce cadre, certaines interdictions étaient absolues et non négociables. Aucun aliment frit n'était toléré, aucune pâtisserie, aucun jus de fruits et aucune trace de menthe dans les menus quotidiens de la famille Rothschild. Intrigué par cette rigueur, le chef raconte avoir demandé des explications au nutritionniste avec lequel il travaillait. Et les réponses qu'il a reçues l'ont profondément marqué. La menthe, lui a-t-on expliqué, était évitée parce qu'elle ferait baisser la testostérone, ce qui aurait un effet direct sur l'énergie et la combativité mentale. Le sucre, selon cette logique, détruisait la vigilance en provoquant des pics suivis de chutes brutales, des crashs, incompatibles avec la lecture fine des situations complexes. Quant aux huiles utilisées pour la friture, elles étaient accusées de bloquer le transport de l'oxygène vers le cortex frontal, la zone du cerveau associée à la planification, à l'anticipation et à la prise de décision. Le chef insiste sur un point essentiel. Aucune de ces restrictions n'était présentée comme une question de moralité ou de pureté, mais uniquement comme une question de performance. Il ne s'agissait pas d'être sain, mais d'être fonctionnel, précis, lucide. Il raconte également qu'avant chaque grande décision financière, qu'il s'agisse de négociations importantes ou d'opérations sensibles sur les marchés, on lui demandait de préparer des menus presque ascétiques, de petites portions de légumes verts et amers, du poisson, parfois simplement accompagnés de café noir, sans sucre, sans lait. L'objectif, lui disait-on, était d'émousser légèrement le corps pour réveiller le cortex préfrontal, cette partie du cerveau censée permettre la lecture froide et stratégique des situations. Le neurologue qui supervisait ses choix aurait été très clair sur ce point. On ne peut pas lire correctement les marchés lorsque la circulation sanguine est saturée de dopamine, car l'excès de stimulation émotionnelle brouille la capacité d'analyse. Mieux valait un corps légèrement tendu qu'un esprit engourdi par le confort. Parmi les règles qui m'ont le plus surpris, le chef mentionne une interdiction stricte et constante. Jamais, au grand jamais, de lait chaud. On lui aurait expliqué que le lait chaud faisait chuter le cortisol trop rapidement, entraînant l'esprit vers une forme de douceur émotionnelle incompatible avec la négociation. Rendez-vous compte comme tout est pensé, quoi. L'un des héritiers Rothschild lui aurait même lancé un jour, presque comme une évidence, un cerveau détendu est l'ennemi d'un négociateur. Il précise cependant que cette rigueur n'était pas permanente. Le chef, le week-end, lorsque les accords étaient conclus et que la pression retombait, il lui était alors permis de servir du vin rouge et du pain au levain. Selon les mots mêmes du chef, il s'agissait de réintroduire volontairement une forme de chaos afin de réinitialiser la tolérance neuronale comme on enlève une laisse pendant une journée avant de la remettre. Avec le recul, le chef dit avoir compris que le véritable secret ne résidait pas dans les ingrédients eux-mêmes, mais bel et bien dans l'intention qui les sous-tendait. Là où la plupart des gens mangent pour se sentir mieux, pour se réconforter ou s'apaiser, les Rothschild, selon lui, mangeraient pour penser plus net. Leur menu ne serait pas une recette, mais bel et bien une stratégie. Ce qui est d'autant plus troublant dans le récit de ce chef, ce n'est pas qu'il serait extravagant ou encore ésotérique. Non, faudrait être de mauvaise foi pour affirmer ça. C'est au contraire à quel point il s'emboîte naturellement avec ce que la recherche connaît déjà du cerveau, tout en restant soigneusement absent du discours public. La science moderne reconnaît depuis longtemps que l'alimentation influence directement la vigilance, la prise de décision et la stabilité émotionnelle. Pas au sens vague du manger sain, mais au niveau chimique le plus concret. Glycémie, dopamine, cortisol, oxygénation cérébrale, ce ne sont pas des concepts abstraits, ce sont des leviers mesurables. Le sucre, par exemple, est connu pour provoquer une élévation rapide de la dopamine, suivie d'une chute tout aussi brutale, ce qu'on appelle un petit peu un crash. Cette oscillation n'est pas anodine. Elle favorise l'impulsivité, la recherche de gratification immédiate et affaiblit la capacité à maintenir une attention soutenue sur des tâches complexes.
Autrement dit, exactement l'inverse de ce qu'exige une négociation froide ou une lecture stratégique des marchés ou de votre quotidien. Les graisses oxydées, issues des fritures, sont elles aussi documentées pour leur impact inflammatoire et leur effet délétère sur la circulation sanguine. Moins d'oxygène disponible, c'est moins d'efficacité dans les zones du cerveau impliquées dans l'anticipation et le raisonnement abstrait. Le cortex préfrontal n'aime pas la lourdeur. Il fonctionne mieux sous contrainte que sous saturation. Même la question du cortisol, souvent diabolisée dans le discours bien-être, est beaucoup plus ambiguë qu'on ne nous le dit. Le cortisol n'est pas qu'une hormone du stress pathologique, c'est aussi un moteur de vigilance, d'alerte et de clarté mentale. Le supprimer trop vite, trop fortement, peut entraîner effectivement une forme d'apaisement émotionnel, mais au prix d'une baisse de la précision cognitive. Et ça, on ne le dit pas. Un esprit trop détendu n'est pas un esprit plus lucide, c'est souvent un esprit moins tranchant. Ce que la science sait également, mais n'enseigne presque jamais hors des cercles spécialisés, c'est que le cerveau fonctionne par états. Il n'existe pas un mode unique de pensée optimale, mais des configurations neurochimiques adaptées à des objectifs précis. Performer, décider, négocier, anticiper n'exige pas les mêmes états que de se reposer, créer ou se réconforter. Or, ce que décrit le chef, c'est précisément une gestion volontaire de ces états. Une alimentation pensée, non pas pour maximiser le plaisir ou le bien-être, mais pour maintenir le cerveau dans une zone de tension contrôlée. Suffisamment inconfortable pour rester alerte. Suffisamment stable pour éviter la dispersion. Ce qui frappe, c'est que rien de tout cela n'est réellement controversé sur le plan scientifique. Ce qu'il est en revanche, c'est l'idée de l'appliquer consciemment comme un outil stratégique réservé à certaines sphères, pendant que le reste de la population est encouragé à faire exactement l'inverse. Manger souvent, manger sucré, mou, rassurant, émotionnel, et j'en passe et des meilleurs. La science ne nie pas ces mécanismes, elle les cloisonne, elle les fragmente, elle les sort du débat public. Et c'est peut-être là que le récit du chef cesse d'être anecdotique pour devenir clairement dérangeant. Non pas parce qu'il inventerait des effets inexistants, mais parce qu'il met bout à bout des vérités connues, rarement articulées ensemble, et presque jamais assumées comme des outils de pouvoir. Ici, les amis, quelque chose doit être posé clairement, sans détour, sans précaution excessive. Si ce que décrit le chef est exact, et tout indique que cela l'est, alors le sujet n'est plus l'alimentation, ni même la performance individuelle. Le sujet devient une question beaucoup plus vaste, beaucoup plus dérangeante, vous allez le voir. Pourquoi donc ce qui favorise la clarté mentale, la vigilance, la capacité d'analyse fine, est-il systématiquement associé à l'inconfort, à la restriction, à la discipline, presque à une forme d'ascésèse ? Alors que tout ce qui affaiblit l'attention, émousse la lucidité et anesthésie l'esprit, est lui, omniprésent, accessible, bon marché, encouragé, normalisé. D'un côté, une minorité qui apprend à gérer ses états internes comme des instruments de travail, qui accepte la friction, la tension légère, l'inconfort temporaire comme le prix de la lucidité finalement, et de l'autre, une majorité plongée dès l'enfance dans une culture du sucre, du grignotage, de la récompense émotionnelle permanente, de la douceur comme horizon par défaut. Le sucre n'est pas un accident, la nourriture ultra transformée n'est pas une dérive. Le snacking constant, les boissons sucrées, les aliments mous, rapides, réconfortants ne sont pas de simples choix de consommation. Ils forment un environnement, les amis. Un environnement dans lequel la fatigue devient normale, la confusion acceptable, l'irritabilité chronique banalisée et la baisse de vigilance presque attendue. Un monde où l'on parle sans cesse de bien-être, tout en organisant quotidiennement les conditions exactes de l'épuisement mental. Rendez-vous compte ? Et c'est là que le récit du chef prend une dimension limite politique, même s'il ne prononce clairement jamais ce mot. Parce que si l'alimentation peut influencer la capacité à penser clair, à décider froidement, à résister aux impulsions, alors elle devient un outil de gouvernance invisible, intégré au quotidien, indiscutable parce que présenté comme anodin. Un peuple qui mange pour se réconforter est un peuple plus malléable qu'un peuple qui mange pour rester lucide. Un peuple fatigué négocie moins, questionne moins, anticipe moins. Il réagit, il compense, il consomme. Le contraste est brutal, mais il est là. Pendant que certains apprennent à maintenir leur esprit sous tension, contrôlés pour lire le monde tel qu'il est, d'autres, au contraire, sont encouragés à s'envelopper de douceur pour ne plus avoir à le regarder trop nettement. Et c'est peut-être à cet endroit précis que ce récit cesse d'être une anecdote étrange, voire conspirationniste, pour devenir bel et bien une clé de lecture. Non pas parce qu'il révélerait un complot spectaculaire, mais parce qu'il met en lumière une asymétrie fondamentale. La lucidité n'est pas distribuée équitablement et tout est fait pour qu'elle ne le soit pas. À ce stade, continuer à parler de nutrition serait presque une façon d'éviter le vrai sujet.
Parce que ce qui se dessine en filigrane, et vous savez combien j'aime les filigranes depuis le début de ce dossier, ce n'est pas un régime, ni une lubie d'élite excentrique comme certains pourraient le dire, mais bel et bien une logique, beaucoup plus froide, beaucoup plus structurelle. La gouvernance moderne ne passe plus seulement par les lois, la police ou l'armée, comme le pensent certains. Elle passe par l'environnement biologique quotidien, par ce qui entre dans le corps, par ce qui circule dans le sang, par ce qui conditionne l'état mental moyen d'une population. Un individu fatigué n'a pas besoin d'être censuré. Un individu confus n'a pas besoin d'être contraint. Un individu dépendant au réconfort n'a pas besoin d'être convaincu. Vous le voyez le vice ? Ouais, parce que cet individu-là, il s'autorégule. Ce que décrit le chef chez les Rothschild, ce n'est pas un privilège gastronomique, c'est une compréhension opérationnelle d'un principe simple. L'état neurochimique précède l'opinion, le jugement et la résistance. Avant même qu'une idée soit acceptée ou rejetée, le cerveau est déjà plus ou moins apte à la traiter. Dans ce cadre, l'alimentation de masse prend une autre signification. Le sucre omniprésent dès l'enfance, la nourriture, je le disais, ultra transformée, les produits conçus pour être mous, addictifs, émotionnellement gratifiants, ne sont pas seulement rentables. Ils produisent un état mental moyen, plus réactif que réfléchi, plus émotionnel que stratégique. La fatigue chronique devient la norme, la baisse de concentration est médicalisée, l'irritabilité est psychologisée, la perte de lucidité est individualisée. Une population qui peine à maintenir une attention prolongée, qui confond apaisement et clarté, qui cherche en permanence à compenser son inconfort par le plaisir immédiat, est une population beaucoup plus facile à orienter, à distraire, à diviser, je le répète. C'est là que l'on peut parler de gouvernance biologique, non pas comme d'un plan secret gravé dans le marbre, mais comme d'un système émergent, cohérent, rentable et remarquablement efficace. Un système dans lequel la domination ne s'impose plus par la contrainte directe, mais par l'organisation subtile des états internes. Dans ce monde-là, les amis, le vrai luxe n'est plus le temps, ni même l'argent. Le vrai luxe, c'est la lucidité. Et la lucidité a un coût physiologique, un coût émotionnel, un coût que tout le monde n'est pas encouragé à payer. Et si la clarté mentale n'était pas un état par défaut, mais bel et bien une ressource stratégique rare ? Je trouve que cette question est légitime. Dans un monde où tout concourt à saturer l'attention, à fragmenter la pensée, à anesthésier la vigilance par le confort permanent, la vraie anomalie n'est pas la discipline décrite par ce chef, mais l'environnement dans lequel baigne la majorité des individus. Un environnement où la fatigue est normalisée, où la confusion est expliquée par des causes individuelles et des maladies obscures, où l'émoussement de l'esprit devient limite une expérience collective, mais jamais nommée comme telle. Ce que révèle mon sujet, ce n'est pas une obsession alimentaire, c'est une compréhension très fine d'un principe fondamental. Avant de contrôler des récits, des opinions ou des comportements, il suffit souvent de contrôler des états internes à partir desquels ces récits sont perçus. Un esprit engourdi ne se rebelle pas, il s'adapte, il ne résiste pas, il compense, il ne questionne pas, il consomme. Dans cette perspective, l'alimentation cesse d'être un simple choix personnel pour devenir un paramètre politique silencieux, intégré au quotidien, invisible parce qu'il se présente sous les traits du plaisir, du réconfort et de la normalité. On ne prive plus les populations, on les adoucit. On ne les écrase plus, on les fatigue. On ne les empêche plus de penser, on les installe dans des conditions où penser devient coûteux, où penser devient un effort. La question n'est donc plus de savoir si tout cela est volontairement coordonné, planifié dans une salle obscure. Ça, je pense qu'on a déjà la réponse. Mais la question, la vraie question, la plus dérangeante, on va le dire comme ça, c'est comment un système peut-il encore fonctionner aussi efficacement sans jamais avoir besoin de se déclarer comme tel ? Comment une société peut-elle produire massivement de la confusion tout en se proclamant obsédée par le bien-être ? Et c'est peut-être là que ce dossier, que ce sujet trouve sa véritable portée. Non pas dans ce que mangent les puissants, mais plutôt dans ce que l'on fait avaler aux autres, à nous. Non pas dans les menus secrets, mais dans la banalisation d'un mode de vie qui affaiblit lentement la capacité à discerner, à anticiper, à penser au-delà de l'immédiat. You gotta tell them Soylent Green is people!